Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis pour ce nouveau plateau télé dans le cadre du salon Business Industry, plateau télé à suivre en direct sur le site internet de l'événement Business Industry au pluriel-dijon.com et à visionner en replay bien entendu quelques minutes seulement après qu'il sera terminé. Nous abordons dans cette table ronde le sujet de l'industrie 4.0. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne et dans quelles entreprises très concrètement elles se mettent en place? Nos deux intervenants sont Frédéric Badon, directeur général du groupe ARDPI, l'agence pour la recherche et le développement de produits industriels, et David Bourgeois, le dirigeant de Bourgeois Plastique à Blétrand dans le Jura. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail dans quelques instants, mais la première question, je vais laisser mon collègue Olivier Schimpf, qui est directeur technique de Robotics Valais, vous la poser. Messieurs, la première question, c'est qu'est-ce que l'industrie 4.0 et comment vous voyez l'industrie 4.0? Donc David, si vous voulez commencer. Bonjour, oui. Alors effectivement, l'industrie 4.0 est un sujet qui nous occupe et nous préoccupe depuis quelques années maintenant. Alors comme on aime bien les montées de version, il y a eu 3.0, 4.0, la 5.0 arrive. Je pense que c'est sans doute une période de l'industrie où la numérisation, la digitalisation, toute la partie gestion de la donnée prend un élément, un point très important dans nos process, dans nos relations clients. Et l'industrie 4.0, c'est l'utilisation de la donnée par de l'IA, par des robots. Qu'est-ce que vous en faites de cette donnée en fait? Alors très clairement, nous par rapport à l'éclairage de notre société, l'objectif était vraiment de mettre de façon très transverse la donnée, aussi bien la donnée client, puisque généralement, chronologiquement, on part d'une donnée client dans notre métier, une donnée client, et puis après la faire traverser tous les processus de l'entreprise pour aller jusqu'à la fabrication, même la facturation, et tout ceci, vraiment placer la donnée au bon moment, à la bonne personne. Merci beaucoup pour cet éclairage. Frédéric, votre définition de l'industrie 4.0? Alors moi, la définition que j'en ai, c'est la digitalisation. En fait, l'industrie 4.0, c'est apporter, numériser et apporter le digital à tout point de vue, aussi bien sur l'outil de production que sur les outils connexes. Alors quand on parle d'outils connexes, vous avez cité l'IA, vous avez cité... mais en fin de compte, la digitalisation, on va la retrouver à tous les points de vue. Et donc, nous, on accompagne justement dans cette démarche. Votre entreprise fait de la conception de machines spéciales de mesure et de contrôle et d'électroniques embarquées. Vous êtes une trentaine de collaborateurs, vous êtes basé à Dijon et vos clients se trouvent dans des domaines industriels variés, de l'énergie au médical en passant par les biotechnologies. C'est ça. Concrètement, de quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans leur digitalisation? Alors concrètement, on a déjà une première étape qui est, on va dire, un bilan, puisque tout le monde ne part pas du même endroit, je vais dire. Donc vous avez des sociétés qui sont déjà évoluées, qui ont déjà des outils digitaux, et puis vous en avez d'autres à qui ça fait peur d'ailleurs, qui doivent démarrer d'où ils sont, mais c'est pas plus grave que ça. Et donc on fait un premier bilan, on va dire, voir un petit peu ce qui va les forces en présence. Et puis après, on va rajouter des capteurs pour récupérer de la donnée. Et cette donnée-là, alors on l'utilise, nous, quand on fabrique des machines spéciales de mesure et de contrôle, par exemple, on utilise la donnée parce qu'on fait des calculs, on a besoin de la donnée, mais en l'occurrence, on va la stocker au passage et on va pouvoir l'utiliser a posteriori pour faire des modèles, des algorithmes et optimiser l'outil de production. Aussi bien pour le rendre plus qualitatif que pour faire de la maintenance prédictive ou même, un point important, c'est pouvoir produire de manière unitaire, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'industrie 4.0, c'est de fabriquer, d'avoir un outil qu'on peut très agile, très malléable, qu'on peut changer comme ça dans la journée, quoi. On le sait que la donnée elle est au cœur effectivement des processus de digitalisation, mais la donnée ça veut tout et rien dire, si je puis dire. On peut en produire des millions de données. Toute la question pour vous et vos équipes, c'est de trouver quelles données, quelles bonnes données, et de travailler sur la qualité des données. C'est là la difficulté? Oui, c'est ça. Alors si on parle d'un sujet, par exemple, on utilise souvent un outil qu'on appelle nous le monitoring, c'est-à-dire on récupère beaucoup de données
Alors au départ, on met des capteurs un peu partout parce qu'en fin de compte, on récupère beaucoup de données pour savoir, à un moment donné, c'est les algorithmes qui vont parler et qui vont nous dire quelle est la donnée la plus pertinente. Et une fois qu'on a compris quelle était la donnée pertinente, il n'y en a pas qu'une, il va y en avoir peut-être au début, on va mettre une quinzaine de capteurs et au bout du compte, on va se dire il y a 4 ou 5 données vraiment importantes, pertinentes, qui vont vraiment avoir un impact sur la conduite du process, sur la qualité du produit. C'est celle-là qu'on va conserver et c'est celle-ci qu'on va traiter et qu'on va modéliser pour avoir ensuite quelque chose, un traitement beaucoup plus fin et une maintenance prédictive très fine. On verra dans quelques instants un exemple concret d'installation, de digitalisation chez Bourgeois Plastique, mais peut-être vous avez un ou deux exemples à nous proposer de clients chez lesquels vous avez vous avez accompagné ou chez lesquels vous avez installé effectivement des dispositifs. Avec quel objectif? Alors oui, on a un gros exemple chez nous qui est, on a installé, on peut le citer, le client c'est Enedis, donc dans tous les postes, dans tous les transformateurs, on a installé notre solution de monitoring qui permet de récupérer de la donnée du transformateur pour optimiser son fonctionnement. Et alors quand on dit optimiser le fonctionnement, c'est d'une part faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire quand les équipes, vous savez, les transformateurs, on les arrête 15 jours dans l'année et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut changer, donc optimiser cette maintenance. Et puis surtout, mieux comprendre le process pour que, d'une part, le transformateur, enfin le produit, on va dire, puisse vivre plus longtemps, plutôt que de faire 15-20 ans. C'est un sujet d'actualité avec les centrales, c'est le même. C'est-à-dire qu'il va faire 30 ou 40 ans parce qu'on l'aura bien maintenu. Ça, c'est le premier point. Et surtout, optimiser son utilisation au jour le jour. C'est-à-dire que si on comprend bien le process, on va pouvoir l'utiliser au maximum, plutôt que de l'utiliser à 80%, en se gardant 20% de marge d'erreur, en se disant de sécurité, en se disant on ne sait jamais, on ne va pas le pousser à bout. Là, on sait où on va et c'est pas qu'on le pousse à bout, c'est qu'on maîtrise totalement ce qui va se passer. Donc on en utilise la pleine capacité. Donc optimisation, productivité, tout à fait, qualité. Tout à fait. C'est les mots-clés. Voilà. Olivier? Moi, j'avais une question pour vous, David. Est-ce que l'industrie 4.0, c'est réservé aux grosses entreprises, aux grosses multinationales? Alors après, effectivement, il y a différentes approches. Pour notre part, nous, structure d'une vingtaine de personnes, la première étape a été lors du diagnostic de définir les usages et de définir les objectifs. Parce qu'effectivement, il existe énormément de solutions qui nous sont proposées et le risque pour une PME, c'est de se laisser embarquer par l'outil qui est passionnant, soit, mais de se laisser embarquer et on n'en a pas les moyens financiers ni les moyens humains. Donc là encore, à chaque fois on revient au basique et à chaque fois on revient à la base en disant ok, la numérisation, cet outil-là, à quoi nous sert-il et quel va être le gain? Mais c'est totalement adapté aux PME. Votre entreprise, on va le préciser, David, Bourgeois Plastique, emploie une vingtaine de collaborateurs. Elle a été créée en 1961. Vous fabriquez des pièces et des conditionnements industriels pour l'automobile, plus largement les mobilités, mais aussi l'électronique. Et je l'ai dit, vous êtes basé dans le Jura. Concrètement, en essayant d'être le plus concret possible sur la démarche, la problématique de départ et ensuite toute la démarche qui s'en est suivie, elle s'est traduite comment de la mise en place de l'industrie 4.0 chez vous? Alors, nous, on a eu une approche très pragmatique. On a défini 2 piliers très importants, qui nous semblaient très importants. Le premier pilier, c'était le business. Quand on dit business, on englobe dedans les clients. Il fallait que toutes ces démarches-là puissent avoir vraiment un plus pour nos clients, un plus pour la relation client que l'on a avec eux. Deuxième partie dans le business, c'est évidemment la rentabilité. Nous sommes une entreprise industrielle qui doit gagner de l'argent pour assurer sa pérennité. Donc là encore, la digitalisation devait très clairement avoir un effet positif sur la rentabilité. Et puis le deuxième pilier qui nous semblait très important, c'était le vivant. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, cette démarche-là devait servir le vivant. D'une part, nos employés, les humains qui travaillent quotidiennement dans notre entreprise. Donc par rapport à des gains sur les conditions de travail, contre la pénibilité, mais aussi par rapport au savoir-faire. L'usine 4.0, la digitalisation nous a permis curieusement de pouvoir faire progresser nos régleurs
de presse à injecter dans le savoir-faire, parce que justement, au lieu d'agir sur seulement 2 ou 3 données, ils pouvaient monitorer et à un moment donné pouvoir regarder d'autres paramètres. Donc on a vraiment progressé sur cette partie-là. Par rapport aussi, on a intégré de la cobotique, puisqu'on a travaillé là encore sur la pénibilité. Donc ça, dans notre usine 4.0, la cobotique est présente et permet aujourd'hui non pas d'avoir supprimé des postes, mais d'avoir des conditions de travail qui soient, on va dire, moins pénibles. Et puis le vivant aussi, c'est évidemment toute la partie environnementale. Alors, un des premiers points sur lesquels on a travaillé... Vous êtes entreprise engagée pour le climat, on va le préciser. Tout à fait. à ce stade. On a signé la Convention des entreprises pour le climat qui nous engage, clairement, qui nous engage par rapport à l'impact que l'on a sur l'environnement. Sur les 12 derniers mois, on a réduit notre consommation d'électricité de 23%. Donc ça, par les bonnes pratiques, soit, par l'investissement dans des équipements qui consomment moins, soit, mais aussi, par exemple, on a réussi avec la digitalisation d'avoir directement en planification d'ateliers les consommations électriques qui vont être engagées. Et ça, à 3 jours, à 1 semaine et autres, ce qui permet directement à la personne qui s'occupe de la planification de pouvoir aussi réguler la charge d'électricité. Ça a été une démarche longue, l'implémentation progressive, j'imagine, de tous ces équipements, de tous ces capteurs, de tous ces dispositifs de monitoring. Alors, ça a été une démarche relativement longue. Quand je dis longue, nous, ça fait à peu près 4 ans qu'on est engagé sur le sujet. Donc, différents paramètres ont été abordés et ont été servis, on va dire. La connexion des machines, on a des systèmes MES, mais là encore, la connexion de nos machines sur certains équipements, on ne s'occupe que d'avoir des remontées on va dire, de TRS, de rentabilité, de taux de service et de qualité. Et puis sur certains autres équipements, on a vraiment voulu descendre dans le paramètre. Et là encore, la machine nous renvoie jusqu'à 15-20 paramètres que l'humain seul ne pourrait pas traiter. Mais là encore, on l'a vraiment fait au cas par cas. Donc effectivement, ça nous a pris à peu près 4 ans. Et puis surtout, je pense qu'on sortait de décennies où l'informatique industrielle était vraiment réservée à une catégorie de personnes dans l'entreprise très spécialisée. Et le frein a été surtout psychologique de dire à l'ensemble du personnel vous êtes beaucoup plus informatisé et numérisé à la maison avec l'utilisation de smartphones, de tablettes et autres que vous ne l'êtes sur votre poste de travail. On va déjà remettre ce système-là à niveau. Ça a permis du temps, ça. Sur l'humain, précisément. Sur l'humain et toute la formation à l'utilisation de ces nouvelles technologies, comment vous appréhendez cette montée en compétences ? Est-ce qu'on laisse des gens sur le carreau ou tout le monde peut arriver à monter Alors, nous, le maître mot sur ce sujet-là, comme sur les autres, mais sur ce sujet-là, par rapport à des interfaces qui sont très bien faites, c'est-à-dire que chaque personne n'a accès que ce à quoi il a besoin. Donc déjà ça aussi, ça permet de ne pas noyer les gens d'informations et là aussi de vraiment cibler la bonne information au bon moment. Le maître mot sur l'humain, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on a des systèmes informatiques qui permettent, là encore, par ces systèmes-là, si la personne finalement valide certaines choses, il y a quand même possibilité de rattraper différentes choses. Et le droit à l'erreur par rapport à l'industrie 4.0 me semble extrêmement intéressant. Frédéric, Et vous, chez RDPI, comment, dans vos projets, quand vous accompagnez les entreprises à la mise en place de la digitalisation ou de l'automatisation, comment vous accompagnez les collaborateurs pour en prendre en compte leurs besoins et leurs problématiques ? Alors ça c'est dans l'ADN des fabricants de machines spéciales. On est toujours proche du client pour la partie ergonomie, on va dire. On est bien obligé, c'est pas une contrainte, c'est le gage de réussite de bien comprendre les attentes à la fois du client, celui qui nous donne la mission, mais aussi des opérateurs. Et je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'on n'a jamais autant impliqué un opérateur avec l'industrie 4.0. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on va un petit peu se supplanter à ce qu'il faisait. Donc il faut bien comprendre comment il le faisait, dans quel environnement il le faisait. Et il faut surtout que lui, il retrouve ses mêmes points de repère, exactement son environnement d'avant, sauf que soit il n'aura pas l'effort, soit il aura plus de données, et ça c'est vrai. On a beaucoup d'opérateurs qui nous disent enfin,
J'ai une donnée, je l'avais pas, quoi. Je voyais passer je voyais le résultat, mais je n'avais pas la donnée, je ne pouvais pas agir dessus. Donc effectivement, pour répondre à la question, effectivement, nous, on en tient compte du départ. Et puis après, le maximum, pendant notre développement, le plus on peut impliquer de l'opérateur, encore une fois, le mieux c'est pour le résultat, on va dire. David évoquait tout à l'heure l'ensemble des enjeux que permettait de relever la digitalisation dans son entreprise. L'enjeu économique, vous avez parlé de rentabilité, l'enjeu social sur les conditions de vie au travail et la montée en compétences, et l'enjeu environnemental. Tout ça, ça s'appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le digital, le numérique, le 4.0, n'est-ce pas finalement le meilleur allié d'une stratégie RSE ? Complètement, parce Frédéric, que puis David. Ça donne l'occasion, en fin de compte, puisqu'on est en train de remodéliser, on va dire un petit peu tout ça, et l'outil de production, et l'implication des collaborateurs. Et donc, c'est l'occasion de les impliquer plus dans une démarche RSE. Nous, à notre niveau, de faire de l'éco-conception, de penser un petit peu plus à ce que va être notre machine, à la fois en termes de recyclage, mais aussi, je donne un exemple, par exemple, on fait des cartes électroniques, enfin, on fait des produits à base de cartes électroniques. Ben nous, nos cartes électroniques, on s'arrange pour que le client puisse la changer lui-même, oui, et qu'il puisse nous la retourner, et on les répare. Mais de ça, parce qu'on l'a conçu comme ça. Dès le départ, dans la conception, on s'est dit, de toute façon, les cartes, on les réparera. Le client ne les jettera pas. Donc ça implique beaucoup de choses dès la conception. Une démarche de digitalisation efficace, qui fonctionne bien, c'est une démarche aussi qui passe par l'expérimentation, c'est-à-dire la capacité à essayer des choses, à tester, à voir si ça marche ou pas, et de manière un peu itérative. C'est en tout cas comme ça que vous avez travaillé. Alors, effectivement, on est vraiment sur des méthodologies un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre, nous, dans l'industrie. Je parlais du droit à l'erreur aussi. On est aussi sur une méthodologie d'implémentation qui laisse la possibilité à des fausses bonnes idées, à des fausses routes. Exemple, on avait développé avec une start-up de Bourgogne-Franche-Comté, là encore sur l'ergonomie, un système de réalité virtuelle qui nous permettait à nos clients de tester les produits directement en sortie de CAO avant de commencer les usinages, la fabrication des pièces et autres. Et finalement, on s'est aperçu que, alors oui, technologiquement, c'est vraiment un plus. Après, il y a eu des périodes de Covid, il y a eu des périodes où les gens ne venaient plus au bureau, il y a des périodes de télétravail, et toutes ces choses-là, on s'aperçoit que ce sont des freins de société, des freins organisationnels qui font que toutes les bonnes idées que l'on a pu certaines fois développer ne rencontrent pas un usage intéressant ou ne rencontrent pas, pour l'instant, un usage intéressant chez nos clients. Vous avez le sentiment que c'est un sujet qui aujourd'hui est entré dans le quotidien des entreprises, dans les préoccupations des chefs d'entreprise, où il y a encore besoin de gens comme Olivier à Robotics Valley ou de l'usinerie pour expliquer, démystifier, faciliter l'entrée dans ces démarches? Je pense qu'il y a encore besoin, oui, puisque c'est une démarche qui est quand même longue, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'en est pas au même point. Il y a déjà des clients, des utilisateurs, des industriels qui ont passé le cap, et il y en a d'autres, ça prendra un petit peu plus de temps, et on a besoin effectivement d'avoir des relais comme Olivier, Robotics Valley, enfin des relais régionaux ou même nationaux, enfin des gens qui portent la bonne parole et puis qui aident aussi, qui nous aident à passer ce cap justement purement, social, quoi. Une petite résistance encore qui existe, elle est peut-être liée au coût aussi. On peut parler d'argent dans cette... Ça coûte cher, alors, le basculement vers cette techno. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Alors, ça coûte cher, tout est relatif. Mais surtout, je crois que ce qui est le plus dérangeant, c'est que ce sont des investissements où le ROI, la rentabilité, n'est pas forcément évidente à calculer de prime abord. Un investissement, une machine-outil ou autre, c'est facile. On sait avec le temps d'ouverture, les cadences et autres, on sait sur combien de temps on peut l'amortir. Ce genre de démarche-là, il y a un certain lâcher-prise. Alors, ce lâcher-prise, il est dès qu'on attaque la digitalisation, on a une feuille de route, on sait à peu près d'où on part,
on sait à peu près où on veut aller, et puis il faut se laisser aussi, peut-être, certaines fois, la possibilité, là encore, la possibilité dans l'idée, mais la possibilité financière d'explorer différentes voies que l'on n'avait pas prévues au départ. Et puis, tout est lié. C'est-à-dire que là, on parle d'équipement, on a parlé des hommes, mais il y a aussi les réseaux. Et souvent, on est contraint de remettre à plat, de réinvestir dans les réseaux de communication et autres. Et ça, dans l'infrastructure. Dans l'infrastructure. Et toutes ces choses-là, finalement, ne sont pas facilement quantifiables en termes de rentabilité. Et une question sur demain. On parle beaucoup d'IA. On commence à parler de 5.0. Comment vous appréhendez est-ce que ça va être une révolution? Est-ce que ça va être une évolution comme le 4.0 quand on est passé du 3 au 4? Est-ce que ça va être vraiment un changement de paradigme quand on va mettre l'intelligence artificielle? Alors je réponds. Donc nous, l'IA, c'est des choses avec lesquelles, de par notre métier, on était déjà familiarisés depuis un bon nombre d'années. Mais c'est vrai qu'avec... alors là, on ne parle que de ça en ce moment. Et puis, ça me semble une évolution, pour reprendre les termes et ça semble une évolution qui va se faire, quoi qu'il en soit, un petit peu comme la robotisation, un petit peu comme l'informatique. Moi, je pense très sincèrement que dans 1 ou 2 ans, on va dire que l'IA, c'est comme l'informatique. Tout le monde utilisera l'IA finalement, puisque c'est un outil, l'IA. Et c'est un outil qui va être... il est tellement puissant. Comme aujourd'hui, ça viendra à l'idée de personne de se passer de son PC, de son ordinateur. C'est un petit peu pareil, quoi. On va utiliser la puissance de l'intelligence artificielle au quotidien. Je pense, par rapport aux discussions que j'ai pu avoir encore ce matin, qu'il ne faut absolument pas avoir peur de ça. C'est pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je pense que c'est l'inconnu qui fait peur. Mais là, concrètement, on sait ce qu'on est en train de faire avec l'IA, même si... c'est un outil puissant, donc on est toujours impressionné. Mais je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux gens qui utilisent l'IA et il faut y aller, quoi. Et pour vous? Alors, pour nous, utilisateurs de machines, on est forcément toujours un petit peu réticents. L'humain est rempli de paradoxes. On est très intéressé par les nouvelles technologies, on est très intéressé par les marchés de demain. Après, on est quand même retenu, et de la part de nos donneurs d'ordre aussi, par des questions de sécurité informatique, par des questions de sécurité d'équipement. Il est vrai qu'une donnée, si on la maîtrise mal, quelque part, elle fait pas de blessés. Une machine qui coûte plusieurs millions d'euros, qui a des outils coupants, rotatifs ou autres, si on commence à tout confier à une autre intelligence, effectivement, il y a des garde-fous à mettre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sans s'en rendre compte, on a déjà des équipements qui fonctionnent comme ça. Après, le frein sera sans doute, encore une fois, humain. Peut-être faudra-t-il rassurer, peut-être faudra-t-il des preuves de concept, peut-être faudra-t-il passer par l'utilisation d'un point de vue personnel à la maison avant de s'apercevoir que finalement, dans un milieu professionnel, ça peut fonctionner aussi. Là encore, je pense que c'est vraiment une question de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on fait confiance, et oui, et jusqu'à quel niveau on fait confiance à une machine que l'homme a générée? En tout cas, on entend qu'on est plutôt dans une évolution, dans un approfondissement des choses, et que demain, ça vous permettra d'aller plus loin dans la performance de l'entreprise, dans la gestion des hommes et dans la protection de l'environnement, de la planète. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu de ce plateau télévisé. Donc je rappelle Frédéric Badon, directeur général du groupe ARDPI, et David Bourgeois, dirigeant de Bourgeois Plastique à Blétrand. Merci d'être avec nous, et Olivier, merci d'avoir été à mes côtés pour cette rencontre. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.